Le corset a été utilisé notamment dans les derniers siècles du deuxième millénaire pour façonner le corps féminin et l'adapter au canon de la mode de l'époque, resserrer la taille, soutenir et mettre en valeur la poitrine ou, au contraire, réduire sa taille en l'aplatissant, modelant, mettant parfois en valeur les hanches. La taille fine a toujours été importante dans l'histoire de l'attraction érotique, en partie parce qu'elle est typiquement adolescente et est donc liée à la virginité. Cependant, la taille fine donne également l'idée de fragilité et de soumission de la femme à son homme, ou mieux encore, à tous les hommes qui l'observent dans cet état. Depuis l'époque grecque, on croyait que la colonne vertébrale ne pouvait pas se tenir sans un bandage soutenu et nous savons que jusqu'au siècle dernier dans nos campagnes, les nouveau-nés étaient enveloppés dans des bandages serrés pour redresser le dos et les jambes. Mais découvrons à présent les origines et l'évolution de ce vêtement controversé, aimé et détesté des femmes jusqu'au début du XXe siècle. Les origines du corset sont lointaines. Les femmes crétoises, selon l'iconographie classique telle que la statue de la déesse des serpents, portaient un corsage qui entourait la partie supérieure des bras compressés et laissait les seins découverts en les soulevant, les accentuant et en mettant l'accent sur les hanches afin de rendre leur corps plus voluptueux. Les soutiens-gorge prolongés ont fait leur apparition avec la civilisation grecque. Les anciens Grecs portaient une petite bande de tissu qu'ils roulaient sous la poitrine. À l'époque classique, il a été transformé en une large bande de toile, de tissu ou de cuir, dit la zone, pour soutenir efficacement la poitrine et l'empêcher de rebondir en marchant, mais aussi pour accentuer la silhouette et souligner la féminité. Les seins mous étaient inacceptables pour l'État romain, qui se considérait comme étant au sommet de la civilisation et méprisait les seins barbares pendants et rebondissants. Donc de la même manière que les Grecs, les Romains portaient la bande, c'est-à-dire une bande de tissu qui entourait la poitrine afin d'en contenir la croissance. Il y avait aussi le strophium, une sorte d'écharpe qui, placée sous la tunique, soutenait la poitrine comme dans les modèles croisés d'aujourd'hui. Si la nature prenait le dessous et se développait trop, l'on utilisait le cestus, un corsage en cuir souple qui contenait les seins des matrones les plus abondantes et parfois une sorte de corset qui enveloppait le corps à partir de l'aine jusqu'à la base de la poitrine et avait été, comme dit le mythe, conçu par Vénus qui l'a fortement recommandé à Junon, une déesse dotée d'une figure surabondante et voluptueuse. Au Moyen Âge, la culture accordait une grande importance à la minceur et à la verticalité. La robe adhérait étroitement au corps et affinait la silhouette. Des vêtements en forme ont été inventés dont le buste ressemblait à une cuirasse. Au XIIIe siècle, l'encolure était cachée par la pièce. Ce nouveau type de corsage a été porté afin d'aplatir la poitrine en mettant l'accent sur l'estomac qui était considéré comme un symbole de féminité. Pour cette raison, les femmes portaient également un rembourrage qui accentuait l'effet du ventre proéminent. À l'époque, la vision plus sensuelle n'était point la vue de la poitrine mais du pied et pire encore du mollet, de sorte qu'au fur et à mesure que les traînées des robes s'allongeaient, les décolletés se baissaient. Au XVe siècle, les femmes ont commencé à porter de larges ceintures sous les seins adaptées pour soutenir la base, faisant ressortir les seins comme deux pommes rondes et mettant en évidence le ventre arrondi considéré comme un symbole de fertilité dans une époque où l'Europe était fort peu peuplée. Vers la fin de la Renaissance, la mode médiévale de la figure allongée et sinueuse a été remplacée par la nouvelle sensibilité marquée par une sévère rectitude. Pour être à la mode, la femme doit se montrer vertueuse. Cette nouvelle force de contrainte sera cultivée par la société pour éviter les perturbations du corps et de l'âme face à l'incertitude du temps, à la fin de l'humanisme et au début des tensions religieuses. La mode matelassée ou marinée, qui aplatissait le ventre et donnait au buste l'apparence d'un cône ou, en Italie, d'un cylindre, avait le but de conférer un look plus masculin, éliminant ainsi l'estomac proéminent du Moyen-Âge et donnant à la figure un caractère plus austère, opposé à la fluidité du début de la Renaissance. On peut dire que pour la première fois dans l'histoire du costume, la femme renonce au décolleté et sacrifie sa féminité, enfermant son corps dans des corsets très rigides et longs bien au-delà de la taille, ce qui ne permet pas au spectateur de libérer son imagination, de fort allonger le buste ou de le diviser, en faisant ressortir l'énorme poitrine arrondie dans la moitié inférieure du corps. Les formes naturelles déjà altérées vers le milieu du siècle sont encore exacerbées de manière à rendre impossible l'identification des proportions naturelles.
Les attelles pouvaient être en bois, en ivoire, en argent gravé, en nacre, d'acier ou en côte de baleine et étaient insérées dans les fourreaux cousus dans le rembourrage du corsage. En l'an 600, une nouvelle attelle a été ajoutée au corset, une extension qui dépassait vers l'extérieur sur le ventre. Un slogan de l'époque en se référant au corset disait que « les forts se maintiennent, les faibles se soutiennent et les perdus se ramènent ». L'utilisation la plus étendue et la plus extrême du corset s'est produite sous le règne de Catherine de Médicis en France et de la reine Élisabeth en Angleterre. Avec Catherine de Médicis, une norme de mode avait été établie qui voulait un tour de taille d'environ 33 cm et une taille plus large était considérée comme une abomination. Afin d'y parvenir, elle portait un corset rigide nuit et jour jusqu'à ce que le tour de taille rétrécisse à la largeur souhaitée. Et c'est ainsi que le corset en fer est né. Il vous couvrait à partir de l'aine jusqu'à la gorge et cela permettait aux vêtements d'avoir une forme parfaite et une sinuosité unique. On dit que Catherine de Médicis, reine de France, choisissait ses dames de compagnie en fonction de la largeur de leurs hanches. Plus elles étaient étroites, plus la dame était considérée fiable. À la transition entre le XVIe et le XVIIe siècle, la limite de l'absurde et du paradoxe est atteinte. Même la moitié inférieure du corps s'adapte rapidement à cet idéal de rigidité et les jupes suivent sa forme avec l'invention du verdugadi, une structure en cercle superposé, composée d'une base en bois et fil de fer, fut souvent utilisée comme jupon pour obtenir l'effet volumétrique souhaité. Il pouvait avoir une forme conique, paraboloïde ou à tambour. Tout au long du XVIIe siècle, les sermons résonnèrent d'indignation contre la nudité du sein. Pendant la Réforme, les prédicateurs décrivirent également le verdugadi et les gardes-enfants comme des dispositifs diaboliques. Le corsage échancré s'appelait la salope. À la fin du XVIIe siècle, le volume de la poitrine a commencé à s'étendre vers le haut et les décolletés à descendre jusqu'au niveau de l'épaule. La rondeur de la poitrine se terminant par des points devant et derrière et permettant le développement de formes plus arrondies sur les hanches. Le XVIIIe siècle a vu l'invention du panier, littéralement un panier, une sorte de cage à oiseaux suspendue à la taille qui soutenait les jupes volumineuses, semblables à des bateaux renversés et qui étaient drapés sur les côtés et brodés et décorés. Le panier a immédiatement attiré l'infamie des moralistes, qui le considéraient comme un rappel séduisant qui incitait les pauvres hommes à pécher, car il mettait fortement l'accent sur les fesses. Vers la fin du XVIIIe siècle, le panier a été réduit en largeur et, pour des raisons pratiques évidentes, il s'est déplacé vers l'arrière, tandis que la taille qui était revenue à sa position normale depuis qu'elle avait été abaissée, a commencé à augmenter vers le milieu du siècle. Pendant la période de Révolution et les idéaux de liberté, le corset a également perdu son sens, presque comme pour symboliser le prisonnier du corps. Il a été abandonné presque totalement. Ils se sont tournés vers l'ancien monde classique des Grecs et des Romains pour trouver l'idéal d'une beauté parfaite. Ce sont précisément les saints grecs soutenus par l'antique Apodesmon qui ont été à l'origine de la révolution du corset. Les vieux bustes rigides et coniques qui comprimaient les seins en les repoussant commençaient à suivre les formes courbes du corps naturel. Le XIXe siècle deviendra le siècle du buste. Le volume de la poitrine est rehaussé par un large décolleté d'épaule à épaule, en contraste avec la taille fine. Au cours de ce siècle, il y a eu la transition d'une forme conique incurvée, réalisée en faisant des coupes sur la poitrine et sur les côtés, en insérant progressivement de plus en plus de segments de tissu. Ce type de forme a été atteint en portant le nouveau type de corset conçu par le fabricant de corsets Leroy, qui deviendra plus tard le célèbre corset de mémoire plus récente, connu sous le nom de victorien. Libérez vos épaules, libérez vos seins, la nouvelle mode naissante, axée sur la compression et la réduction de la taille, atteignant encore une fois des niveaux d'exaspération en limite du paradoxe. Mais nous verrons tout cela dans le prochain vidéo où je vais vous montrer les terribles conséquences de la recherche exaspérée de la taille de guêpe. Donnez un like si vous avez aimé la vidéo et je vous attends au prochain vidéo pour la deuxième partie de l'histoire du corset. Ciao!